Nous savions aussi de sources sûres que la reprise des hostilités était imminente. Parmi nos sources du côté du FPR, certains avaient même loué des chambres d'hôtel à l'avance pour être dans le secteur du FPR quand la guerre allait recommencer. Des membres éminents du FPR déménageaient leurs familles pour les mettre en sécurité. Il y a eu aussi des renseignements sur d'importants mouvements des troupes qui venaient de l'Ouganda avant le 6 avril, sur des préparatifs d'organisation du terrain dans la zone du FPR et sur les mouvements d'armées et des munitions. Ces renseignements venaient de nos observateurs et des officiers des forces gouvernementales. Il y avait beaucoup d'éléments qui ne laissaient pas de doute quant à la reprise de la guerre par le FPR, mais on ne savait pas comment cela se ferait. En ce qui concerne les forces armées gouvernementales, considérant la situation politique et tactique, la meilleure solution pour elles était la paix. Aucun des dirigeants militaires du gouvernement n'aurait pensé qu'une reprise de la guerre pourrait être bénéfique. Ce serait le pire des choses qui pourraient leur arriver. Le processus de désarmement de forces armées du gouvernement était en cours. Un processus transparent réalisé avec le concours des dirigeants militaires rwandais. À titre d'exemple, le MUNUAR avait réussi à bloquer l'importation d'Égypte d'un important chargement de munitions d'artillerie en mars 1994. Même si ces munitions avaient été commandées avant la signature des accords d'Arusha en 1993 et que leur livraison était permise, alors que le FPR de son côté était en train de se douter d'une capacité de destruction et de logistique inégalée, les gouvernementales ne pouvaient même pas approvisionner leurs unités en armées et en munitions. Autre chose non moins importante, si le gouvernement ou un autre parti proche de lui avait été responsable de l'attentat, comme on l'a dit plus tard, les forces armées du gouvernement auraient pris des mesures préventives pour contenir l'avancée fulgurante du FPR, ce qui n'a pas été le cas. La surprise fut totale. Le FPR a violé le cessez-le-feu de façon massive dans les heures qui ont suivi l'attentat du 6 avril. Fallait-il avoir des informations privilégiées sur l'attentat pour effectuer un tel déploiement? Absolument. Dès le matin du 7 avril, le Kachioka de Kigali a commencé à tirer et n'ont pas arrêté de tirer. D'où venaient leurs munitions? Par ailleurs, il est certain qu'il y a eu, dès la deuxième jonction entre les bataillons au CND à Kigali et le bataillon du Nord. À notre avis, le mouvement avait déjà été amorcé. La vitesse à laquelle le colonel du FPR a atteint la ville et ses environs a été tout simplement foudroyante. De la préparation, il y en avait. Ce n'est pas le cas pour l'autre partie. Les forces armées gouvernementales avaient été affaiblies, vidées, dans le but de détruire leur leadership et leur réputation. On est allé jusqu'à désarmer ces forces au profit du FPR. C'était très facile pour nous d'établir le nombre de soldats, les forces, les armes, l'organigramme de forces armées du gouvernement. C'était un livre ouvert, les dirigeants nous fournissaient les chiffres exacts. Par contre, du côté du FPR, personne n'a jamais pu évaluer ses forces militaires. De plus, quelconque essaie de distinguer l'armée du FPR et celle de l'Ouganda, la National Resistance Army, ne fait qu'étaler sa malhonnêteté et son manque de fiabilité. Il est simplement incroyable que, dans de telles circonstances, un individu, une organisation, une armée puisse accepter l'idée que le FPR ait conduit la guerre tout seul. Fait important.
Jamais des représentants neutres de la Minuar ni du Gomen qui l'a précédé n'ont pu se déplacer librement dans la zone contrôlée par le FPR. Même le commandant d'alerte n'aurait jamais pu obtenir une telle permission du FPR. Pendant toutes les missions au Rwanda et le long de la frontière ougandaise, personne n'a jamais pu visiter librement cette zone. Par conséquent, il était impossible d'établir la taille des forces du FPR, leur capacité logistique, de stockage et de réapprovisionnement. Est-ce que les ambassades de grands pays étaient au courant de l'état de préparation de l'armée du FPR? Il aurait été difficile pour elles de ne pas être au courant, mais quand j'étais au GOMN, juillet, août et septembre 1993, nous devions organiser régulièrement des escortes jusqu'au quartier général du FPR dans le nord du pays. La plupart du temps pour l'ambassadeur des États-Unis et pour des membres du département d'État des États-Unis. Ces rencontres se sont poursuivies pendant des périodes de la Minuar jusqu'en avril 1994, mais je ne les accompagnais pas à ce moment-là. Dans une telle situation de déséquilibre militaire, il n'est pas surprenant que les forces gouvernementales aient continuellement demandé un cessez-le-feu tout de suite après l'attentat du 6 avril et la reprise de la guerre. Justement, pendant la période terrible des tueries, les forces gouvernementales n'ont pas cessé de demander une trêve pour pouvoir rétablir l'ordre. Pour sa part, le FPR a toujours refusé la trêve parce que sa machine de guerre était déjà en route. Les forces gouvernementales n'étaient simplement pas en mesure de faire face à une armée offensive, destructive, rapide, bien appuyée et approvisionnée, et en même temps de se concentrer sur la reprise du contrôle à l'intérieur du pays et sur la répression des tueurs. L'armée ougandaise ne pouvait pas faire les deux. En outre, le FPR aurait dû accepter la demande de trêve pour des raisons humanitaires, vu les tueries massives des personnes qui appartenaient aux deux groupes ethniques. Le fait d'avoir refusé la trêve a sûrement été un terrible crime contre l'humanité, tout simplement immoral. Plus même, car un groupe d'officiers avec en tête les chefs d'état-major des armées gouvernementales avait même donné leur rédiction devant l'ampleur des massacres pour que la guerre cesse. C'était pendant la première semaine, mais le FPR a refusé de cesser le feu. Aviez-vous des doutes sur les auteurs de l'attentat contre le président Habyarimana? Quand cela s'est produit, en aucun moment mon esprit ne s'est tourné du côté gouvernemental, mais plutôt vers le FPR. Ces sentiments étaient généralement partagés par tous les membres de la MNUR présents. C'était évident. Ce qui était surprenant, c'est quand on a avancé la possibilité que cet acte ait été commis par l'aile dure du gouvernement du Rwanda et la coalition pour la défense de la République, la CDR. À ce moment, il y a eu comme un vent de révolte et de répulsion au sein des officiers de la MNUR et chez la plupart des Africains. C'était tout simplement trop. Je n'ai jamais rencontré d'officiers militaires, surtout parmi les observateurs militaires, qui aient douté un instant que c'était le FPR qui était responsable de l'attentat. Par ailleurs, un collègue et moi avons été les premiers à céder au site du crash. Ce jour-là, quand le major Aloys Ntabaguz des forces gouvernementales nous a surpris dans la résidence du président au milieu des décombres de l'avion, je croyais
qu'ont été faits. Heureusement, il nous a guidés. J'ai pris des photos dont des copies ont été remises au commandement. Le major Ntabagouze nous a indiqué l'endroit où ils ont trouvé les tubes des missiles qui ont abattu l'avion. Il nous a donné de claires indications sur les lieux et les inscriptions en russe sur ces tubes. En plus, même si c'était secret, certains officiers du FPR ne manquaient pas de montrer des signes de satisfaction quant à l'accomplissement réussi de cet acte. Ils ne s'en sont jamais cachés. À titre d'enquêteur du tribunal pénal international, vous avez enquêté sur l'attentat du 6 avril. Quelle a été votre conclusion et les suites? Je n'ai personnellement jamais eu de doute sur l'identité de celui qui avait commis l'acte. Des officiers du FPR n'ont jamais nié que leur armée a été responsable. Au contraire, il en était fier. Mais le problème était d'avoir quelque chose de précis, bien détaillé, avec un mandat officiel. Quelque chose de palpable. Sinon, tout se savait dans le milieu civil et militaire. Des sources très sûres. À partir de février 1997, nous, les enquêteurs du National Team du tribunal, avons enquêté de façon officielle sur l'attentat. Pour ce qui est des sources, on avait l'embarras du choix. Mais que ces sources décident d'aller jusqu'au bout, que ces sources décident d'aller jusqu'au bout, là résidait la difficulté. Nous avons eu des informations des différentes sources militaires sûres qu'il n'avait rien de commun entre elles, sinon l'appartenance à la même armée et la participation à la même campagne opérationnelle du FPR. Les résultats des enquêtes et les preuves étaient très clairs. Le FPR était l'auteur de l'attentat. Les informations ont fait l'objet d'un rapport succinct dûment présenté par Michel Ourigan, chef d'équipe du National Team. Après les consultations et les autorisations de la chaîne hiérarchique, notre commandant des enquêtes, Jim Lyons, anciennement du FBI, et Al Bro, du directeur des enquêtes, anciennement de la GRC, nous ont donné les feux verts pour arriver ainsi jusqu'à la procureure Louise Arbour. À la fin de mars 1997, j'ai pris l'avion avec Michael Ourigan jusqu'à Arusha. Moi, je me rendais en Suisse pour un séminaire sur la protection des témoins, tandis que Michael Ourigan allait à La Haye pour une rencontre avec Madame Arbour au sujet du rapport sur l'attentat. Ensuite, j'ai été en Suisse. J'ai été en contact téléphonique avec Michael Ourigan. Au cours de sa mission à La Haye, Madame Arbour a donné l'ordre à Michael Ourigan de mettre fin à l'enquête sur l'attentat. En tant qu'enquêteur, vous deviez également établir s'il y avait eu planification du génocide et dans votre rôle au sein de la MUA ou du GOMN, vous avez peut-être eu des indications à ce sujet. Qu'en est-il? Nous n'avons jamais trouvé quoi que ce soit sur une quelconque planification de la part du gouvernement ou des forces gouvernementales. Il n'y a jamais eu de preuve de planification étatique. Les forces armées gouvernementales,
Les forces armées gouvernementales, armées, gendarmerie et garde présidentielle étaient toujours sur la défensive. Et s'il y a eu conspiration, planification, c'est du côté du FPR qu'il faut chercher. Il y a eu un certain plan, il y a eu un plan, tous les mécanismes et stratégies militaires sont là pour la prise du pouvoir, mais on sous-estimait l'immensité des conséquences, l'immensité des dégâts. C'était un plan mûri de A à Z avec tous les moyens militaires nécessaires. Un plan de déstabilisation du pays, d'attentats, d'offensives militaires massives jusqu'à la prise du pouvoir. Le FPR avait fait déplacer près d'1 million de réfugiés internes dans la zone du nord de Kigali. Je crois qu'il a voulu créer avec ces réfugiés internes une zone tampon entre la partie du pays qu'il occupait et les forces armées du gouvernement. J'avais beaucoup de peine pour ces personnes déplacées par la force, chassées de la zone démilitarisée, tuées, violées, affamées, même si elles étaient totalement innocentes. Les FPR utilisaient tous les moyens possibles pour les empêcher de retourner sur leur terre afin de maintenir cette zone tampon. L'activité militaire du FPR a continué au Congo par la suite. J'ai eu l'occasion de les constater quand j'ai travaillé pour le HCR. J'ai eu à composer avec l'armée du FPR de manière quotidienne jusqu'au cœur du Congo, dans la province du Kasaï occidental, à des milliers de kilomètres du Rwanda. Vous avez lu les livres du lieutenant Abdul Ruzibiza qui a abandonné le FPR. Son récit est-il crédible? Je n'étais pas au courant Je n'étais pas au courant de l'existence du livre de Abdul Ruzibiza avant de rencontrer l'équipe d'enquête de Radio-Canada dirigée par Joanne Bonneau avec Francine Tremblay et Raymond Saint-Pierre. C'était en janvier 2006, après avoir discuté de tous les aspects du sujet et avoir noté les contenus de l'enquête sur l'attentat, sur, a noté les contenus de l'enquête sur l'attentat a, a été noté. Le journaliste Raymond Saint-Pierre m'a tendu un exemplaire du livre d'Abdul Ruzibiza. Une lecture en diagonale nous a permis de nous rendre compte que son livre reflétait d'une façon étonnante l'enquête que nous avions menée au TPIR. Et cela va jusqu'à certains noms d'individus mentionnés aussi bien dans l'enquête que dans son livre. C'est quand même quelque chose. Quand vous avez été interviewé par Radio-Canada en janvier 2006, avez-vous dit tout ce que vous venez de me dire? Absolument. Il est étonnant que Radio-Canada n'ait jamais diffusé la longue entrevue avec Amadou Deme. Étonnant mais aussi troublant. Cela veut dire que cette société de la couronne n'a pas hésité, en mars 2007, à prendre part à la campagne de lynchage politique lancée par André Noël de la presse. Et c'est même si, depuis janvier 2006, elle était en possession d'interviewer d'acteurs importants qui contestaient la version officielle du génocide rwandais. De plus, aucun journaliste de Radio-Canada n'a jamais posé des questions pointues à Roméo Dallaire sur l'attentat du 6 avril, pas plus qu'à Louise Arbour, tous deux des habitués de Radio-Canada.